C'est une seconde journée qui commence, car à peine le temps de prendre un petit-déj au retour de notre magnifique envolée matinale, que déjà la journée normale commence, la Cappadoce vue de l'intérieur. Première étape, Gorem, le musée à ciel ouvert. C'est le site le plus touristique de la région. Grand cirque rocheux troglodytique, on trouve creusé dans ses flancs de très nombreuses églises, le plus souvent ornées de fresques plus ou moins bien conservées. C'est à l'arrivée du christianisme au IVe et Ve siècle que cette région prend toute son importance. Atteignant son apogée vers le 7e siècle, des monastères sont creusés dans la roche comprenant réfectoires, cuisines, celliers, dortoirs, certains pouvant accueillir plus de 40 moines. Les peintures rupestres qui ornent les églises sont faites de motifs géométriques ou d'animaux, ou bien encore de scènes bibliques représentant la Vierge et l'Enfant, ou le Christ sur la croix. Des consolidations avec un enduit spécial sont régulièrement apportées aux pitons creusés de galeries et de cavernes afin de les préserver des risques d'éclatement que les hivers rigoureux de la région pourraient leur faire subir. Ici l'exemple d'un piton qui, s'il n'est pas rapidement restauré, pourrait fort bien disparaître dans quelques années. Ça fonctionne plus maintenant. Au sommet de ce plateau, un large panorama nous fait découvrir toute l'étendue et la beauté du site. C'est aussi l'endroit idéal pour faire provision de cadeaux et de souvenirs en tout genre.
loin la petite ville d'Orgburg, construite dans une roche calcaire tendre. C'est le point de départ pour de nombreuses excursions qui permettent de découvrir les différentes vallées de la région. Avec ses 1300 mètres d'altitude, Ushizar est le point culminant de la Cappadoce. Ce piton rocheux a été creusé d'abris depuis l'époque hittite, environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette montagne n'a cessé de servir d'abri à d'autres peuples au cours des siècles, comme par exemple les chrétiens persécutés par les Romains ou les Byzantins chassés par les Turcs. Au pied de cette montagne, on trouve de magnifiques cônes de tuf, tous creusés et qui ont longtemps servi d'habitation principale jusqu'aux environs des années 1960. Déclarée zone de désastre naturel depuis cette date, quelques-unes de ces habitations troglodytes servent encore de résidence secondaire les mois d'été. On peut observer qu'Ushizar est entouré de nombreux volcans pouvant atteindre 4000 mètres d'altitude, volcans qui, jusqu'à il y a 500 000 ans avant notre ère, ont craché et déposé la lave et le tuf, formant un sol volcanique tendre d'une épaisseur de 350 mètres. Le vent, l'eau, mais aussi le gel, la neige se sont alliés pour raviner ce sol et former cônes et cheminées de fée, autrement dit la Cappadoce. Ushizar est également un village qui se visite et qui vit largement du tourisme. Mais j'ai préféré me promener au pied de la citadelle afin de profiter du superbe paysage et de me faufiler au milieu de ces cônes rocheux très impressionnants et d'une beauté sans égale. Pour notre dernier jour en Cappadoce, l'incontournable lors d'un séjour en Turquie, la visite d'une fabrique de tapis. Tout, on saura tout sur le tapis. Le en laine, le en coton, le en soie. La soie, comment on l'obtient, comment on la file, comment on la teint. Le travail des mains expertes qui nous les filent sur la trame sans jamais se tromper. 6 mois sont parfois utiles pour réaliser un seul mètre carré de ces œuvres d'art.
Et bien sûr, à la fin, ils ont essayé de nous les vendre, leurs tapis. Jolie collection de malles anciennes. Nous voici dans la vallée du Chameau, un autre endroit très réputé de la Cappadoce. Ici aussi, une concentration très importante de cônes rocheux, avec la possibilité de circuler entre eux par un véritable dédale de petits sentiers donnant des coups d'œil toujours différents au fur et à mesure que s'avance la balade. Nous découvrons nos premières cheminées de fées, même si ici, leur forme plutôt trapue ne leur confère pas encore beaucoup d'élégance. Les demoiselles coiffées, elles sont, dit-on, les plus majestueuses, les plus élégantes de toute la Cappadoce. Pour le déjeuner, bon nombre d'autocaristes se retrouvent dans ce petit village troglodyte où pour faire la digestion après le repas, on peut se promener dans les vieilles ruelles étroites et découvrir en certains endroits des quartiers entièrement taillés dans la montagne, mais qui aujourd'hui sont complètement abandonnés. Nouvelle vallée, nouvelle forme. Ici des cheminées de fées coiffées d'un chapeau sombre tel une morille. Ces colonnes aux formes parfois bizarres ont été créées par différents phénomènes d'érosion et peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Constituées de plusieurs strates de roches plus ou moins friables, celle du haut, la plus résistante, protège les plus tendres contre l'érosion et forme ainsi de fabuleuses demoiselles coiffées. Les nombreuses cavernes qui ont été taillées au cours des siècles dans ces champignons géants démontrent que bien des populations ont trouvé ici un lieu idéal pour se réfugier.
Là encore, un ancien village troglodyte abandonné aujourd'hui. Et pour clore ce séjour en Cappadoce, une dernière vallée nous sera proposée. Mais quelle vallée! La vallée de l'amour porte bien son nom. Nous ne tarderons pas à découvrir pourquoi. De minutes de marche au cœur d'un panorama toujours aussi exceptionnel, nous vous mettra en présence d'un ensemble de cheminées de fées dont la forme, pour le moins très figurative, nous fait vite comprendre pourquoi la vallée de l'amour. Le côté phallique de ces colonnes hautes de plus de 40 mètres et d'une étonnante vérité en font rêver plus d'un. Ou d'une. Et pour conclure, on peut dire qu'avec la forêt de pierre de Madagascar ou du Yunnan en Chine, ou le site de Bryce Canyon dans l'ouest américain, la Cappadoce est l'une des plus belles curiosités géologiques que connaisse la planète. Dernière expérience troglodytique, une soirée cabaret. Cabaret taillé dans la roche, tout comme au bon vieux temps, à la différence près que l'on s'est servi de tunneliers pour creuser et de quelques milliers de dollars en espérant qu'ils fassent vite des petits. Nous voici de retour à Antalya ou dans sa région proche, au Innova Resort Spa, un hôtel 5 étoiles, fort commode ma foi. Nous y séjournerons nos 2 dernières nuits et pourrons enfin goûter une vraie pause balnéaire. Enfin, pas tout à fait. Obligation nous est faite, voyage organisé oblige, de passer rendre une visite de courtoisie à un joaillier très réputé, puis à un postier fourreur tout aussi réputé, afin de pouvoir dérouiller la carte bleue. Et puis bien sûr, visite d'Antalya, la célèbre ville de Turquie, qui sur 250 km étale ses plages et ses hôtels. Alors qu'un fleuve se jette généralement dans la mer par un estuaire ou une embouchure, le Duden, lui, se jette dans la Méditerranée du haut des falaises, offrant ainsi un spectacle fort apprécié d'une chute de plus de 34 mètres. Les curiosités à Antalya n'étant pas très nombreuses, à part la vieille ville, nous avons meublé le temps en visitant un marché de quartier qui ressemblait à n'importe quel autre marché.
Restait à voir la vieille ville. Mais comme Antalya a multiplié sa population par 20 en 30 ans, il nous faut d'abord traverser toute la périphérie de la ville, faite de larges avenues et de bâtiments modernes. Antalya fut fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par Attal II, d'où son nom. Puis s'y succédèrent les Romains, les Byzantins qui amenèrent avec eux le christianisme. La double enceinte qui entoure la vieille ville date de cette époque. Elle servait à se protéger des attaques arabes. Puis ce fut le règne des Seldjoukides, puis des Ottomans, pour finir comme colonie italienne après la Première Guerre mondiale jusqu'en 1921. Les rues étroites de la vieille ville constituent le bazar, grand pourvoyeur de cadeaux et de souvenirs. Quelques vieilles maisons de l'époque ottomane ont été réhabilitées et servent aujourd'hui d'hôtels et de restaurants chics. En contrebas de la vieille ville, le vieux port a été restauré en 1988. C'est le grand centre touristique de la ville. Les bars, les restaurants, les boutiques, la petite plage attirent de très nombreux touristes. Quoi de mieux que de déguster une glace ou de siroter un thé glacé, confortablement installé à l'ombre d'une terrasse ombragée. On pourra également louer une barque pour une mini-croisière jusqu'aux chutes du Douden. C'est la fin de la journée, il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre hôtel et ses piscines majestueuses. C'est aussi la fin de notre séjour en Turquie, une Turquie pleine de beauté et de culture qui nous laissera l'envie d'y revenir pour la connaître encore un peu mieux.